Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des avancées en recherche, comme il a été dit. Alors, tout d'abord, je vais rapidement faire un petit point rapidement sur ce qu'est la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Donc, principalement, c'est une perte en fait, des neurones dopaminergiques d'une partie du cerveau qui se trouve ici. Donc là, vous avez un zoom qui est fait. Donc la perte de neurones dans la substance noire. Donc ça se voit, ça se matérialise comme ça. En fait, si vous voyez ici, là, cette partie-là, c'est la substance noire chez un sujet témoin, et ça, c'est chez un sujet, parkinsonien. Et en fait, ces neurones dits de la substance noire, en fait, sont des neurones qui permettent la production de dopamine. Et donc, la baisse des niveaux de dopamine qui intervient dans la maladie de Parkinson entraîne l'apparition des premiers symptômes moteurs qui sont souvent les premiers qu'on diagnostique. Donc, cette baisse des niveaux de dopamine, on la mesure ici, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a une diminution qui est drastique. Les facteurs de risque de la maladie de Parkinson, comme vous le savez, il y a des facteurs de risque qu'on va appeler intrinsèques et des facteurs de risque qu'on va appeler extrinsèques. Dans les facteurs de risque intrinsèques, il y a l'âge. L'âge avancé est un facteur de risque de la maladie de Parkinson. Le sexe, aussi une histoire familiale, parce qu'il y a des formes génétiques de la maladie de Parkinson. L'absence de tabagisme, parce qu'il y a des résultats qui ont montré que la nicotine avait un effet plutôt favorable dans la maladie de Parkinson, même si c'est bien évident que la nicotine a aussi des effets plutôt défavorables quand même en général. Donc ce n'est pas une recommandation pour fumer, loin de là. Aussi, la constipation chronique est un facteur de risque intrinsèque. L'anxiété, la dépression tardive en font partie. Donc ça, ce sont des études en fait, qui ont montré ça, que ça va être des études épidémiologiques. Et il y a quelques études chez l'animal. Il faut savoir qu'en général, dans les études scientifiques, il y a parfois des controverses qu'on peut avoir parce que les conditions de ces études-là ne vont pas forcément être les mêmes. Et c'est par exemple le cas des commotions cérébrales. Parce qu'il y a des études qui sont faites sur le cas des commotions cérébrales, en particulier chez les joueurs de football, par exemple. Et là, certaines études montrent qu'il y aurait peut-être une prédisposition, du moins, une prévalence, c'est-à-dire plus de cas de Parkinson dans ces populations-là. Toujours est-il, la difficulté dans les études cliniques, c'est faire la différence entre causalité et un lien éventuel. Ce n'est pas forcément directement relié. Il y a des facteurs environnementaux aussi. Je pense que vous avez tous entendu parler des effets des pesticides. On en parle énormément en ce moment. Pareil, il y a beaucoup d'études, de plus en plus quand même, qui montrent éventuellement des effets des pesticides qui pourraient faire survenir des maladies de Parkinson. Il y a aussi les apports nutritionnels dont on sait maintenant qui sont des facteurs environnementaux dans la maladie de Parkinson, et aussi l'activité physique limitée. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à ces deux derniers, comme vous avez pu le voir dans le titre de la conférence. Et ce qui est intéressant, en fait, avec ces facteurs de risque environnementaux, comme les apports nutritionnels et l'activité physique limitée, c'est que ce sont des facteurs de risque qui sont modifiables. Donc, c'est-à-dire qu'on a une action dessus, on peut changer son alimentation, on peut changer son activité physique, dans une certaine limite évidemment. En revanche, c'est un peu plus difficile de changer son âge, hein, malheureusement, l'histoire familiale, tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, avec ces facteurs modifiables, c'est ça peut être des pistes de traitement qui sont intéressantes. Donc, de plus en plus, la recherche de la maladie de Parkinson va essayer de se focaliser sur ces facteurs modifiables. C'est-à-dire, il y a une recherche qui va être très pharmacologique sur agir sur des récepteurs, tout ça. On va inventer plein de médicaments, mais aussi, il y a un autre pan de la recherche où on va vraiment s'intéresser à ça. Et donc, en termes de nutrition, là, je vais vous parler un peu de ce qu'on connaît actuellement en nutrition. Il y en a un, bon là j'ai mis la réponse en haut, mais tous ces éléments, donc le café, le raisin, et donc le vin rouge aussi, les bleuets et les fruits et légumes, contiennent ce qu'on appelle des polyphénols. Donc les polyphénols, je pense que vous en avez tous entendu parler, il y a énormément de choses qui sont écrites dessus, et il s'avère que dans des modèles animaux de la maladie de Parkinson, il y a des effets neuroprotecteurs qui ont été montrés des polyphénols dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des modèles qui sont connus pour représenter la maladie de Parkinson, je vais vous en parler un peu plus longuement après, et on a montré qu'en fait, les polyphénols, une diète enrichie en polyphénols, pouvait entraîner, si vous voulez, une diminution, ça va freiner en fait la perte des neurones dopaminergiques. Il y a aussi, ce qui est très intéressant, des données épidémiologiques qui ont été publiées sur les polyphénols. Et en particulier, une étude de Gao, donc publiée en 2012. En fait, l'étude elle a été faite sur 130 000 sujets. Il faut savoir que 130 000 sujets, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'il faut les suivre, les 130 000 sujets. Donc, il faut beaucoup de financement aussi. Et en fait, il a été montré que les polyphénols, chez les personnes qui avaient une diète riche en polyphénols, il y avait une diminution en fait, des cas de Parkinson, ce qu'on appelle la prévalence, chez les sujets ayant eu un apport important de nourriture à base de B en particulier.
Et aussi, alors il y a des études, on adore, quand vous lisez des journaux de nutrition, c'est génial parce qu'en fait, on voit plein de choses avec plein de types d'aliments, et en particulier le thé. Et il y a des effets neuroprotecteurs qui ont été montrés aussi du thé chez les sujets consommant régulièrement du thé. Et je crois que surtout, on voit de plus en plus par rapport au thé vert en particulier. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours à travers le monde pour essayer de trouver des cibles thérapeutiques faisant intervenir les polyphénols. Parce qu'en fait, ces polyphénols, il faut savoir que ce sont des molécules qui vont agir sur plein de récepteurs, qui vont pouvoir agir au niveau cellulaire. Donc c'est vrai que là, on se focalise de plus en plus dessus, parce que c'est quelque chose qu'on peut donner assez facilement, qui est peu coûteux, et qui du coup suscite beaucoup de recherches à ce sujet-là. Il y a aussi autre chose dont vous avez tous entendu parler, évidemment, on en prend tous facilement tous les jours, ça c'est sûr, c'est les vitamines. Alors les vitamines, dans la maladie de Parkinson, c'est un peu plus mitigé, c'est pas aussi clair que les polyphénols. Par exemple, je vais vous parler de la vitamine A. La vitamine A, vous la retrouvez surtout, évidemment, dans tout ce qui est carotte, jus de carotte. Il y a une déficience de la vitamine A qui est associée à l'âge. Ça a été montré par des chercheurs qui ont montré que plus on avance dans l'âge, moins on a de vitamine A dans le sang ou dans le cerveau. Certaines études avaient montré que c'était peut-être éventuellement mauvais pour la cognition, mais c'était sans doute l'excès qui était mauvais. Il y a d'autres études qui s'intéressent, par exemple, dans d'autres maladies type Alzheimer. Donc pour la vitamine A, on n'a pas de données forcément très concluantes sur le sujet. Les vitamines du groupe B, parce qu'il y en a plusieurs vitamines B, il a été montré qu'il y avait une déficience quand les personnes étaient en état de malnutrition. Et surtout la vitamine B, de plus en plus, on le voit en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça aurait un rôle dans la mémorisation. Mais, comme souvent, on peut le montrer par exemple chez l'animal, ces effets-là, mais après quand on passe à l'humain, donc dans des études cliniques plus larges, on n'a pas forcément l'effet qu'on retrouvait chez l'animal. C'est les limites des modèles animaux, mais bon, il faut bien commencer par quelque part. Il y a la vitamine D. La vitamine D, elle est rajoutée dans le lait qu'on boit tous les matins, ou quand vous voulez d'ailleurs. Et la déficience de la vitamine D, ça a été montré, serait probablement mauvaise pour la cognition, mais pareil, ces données-là, le problème de la vitamine D, c'est qu'on a des données contradictoires. Parce que ce que je vous disais au début, quand on fait des études cliniques, on va avoir des conditions qui vont forcément être différentes. Parce que le but d'une étude clinique, c'est pas de reproduire exactement ce qui a été fait par un collègue 2 ans avant. L'idée, c'est de faire quelque chose de nouveau, avoir des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs d'inclusion, donc c'est-à-dire des critères très précis pour l'étude. Il ne faut pas qu'ils soient trop précis, parce que sinon, on exclut une grande partie de la population qui nous intéresse, mais il ne faut pas être non plus trop large, sinon on induit ce qu'on appelle des biais, donc qui vont être, en fait, c'est un peu des sortes d'erreurs expérimentales. Et il y a la vitamine E. Alors la vitamine E, ça, elle est très connue pour ses propriétés antioxydantes. Vous en retrouvez beaucoup dans les fruits et légumes. Il y a des études cliniques, quelques études cliniques qui sont très positives à ce sujet-là dans le cadre de la maladie de Parkinson, et qui ont montré aussi de façon intéressante que la haute dose était potentiellement toxique. Alors, pas d'inquiétude, je ne pense pas qu'on soit dans le cas de haute dose si on mange souvent des fruits et légumes, 5 ou 10 fruits et légumes par jour. Il faut vraiment des doses très élevées, si par exemple on prend beaucoup de suppléments en vitamine E. Mais il y a une étude qui s'appelle Pre-Advise, qui elle aurait montré des effets un peu négatifs. Donc c'est vrai que sur les vitamines, on est un peu plus partagé. Et donc là, je vais vous parler du sujet qui, moi, m'intéresse le plus et sur lequel je focalise mes recherches, ce sont les oméga-3. Donc les oméga-3, comme les vitamines et les polyphénols, vous en avez entendu parler, on en entend parler tous les jours dans la presse. Mais ces oméga-3, pourquoi on s'y intéresse autant, en fait, tout simplement, pourquoi on décide de travailler sur les oméga-3? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les oméga-3, enfin je pense que vous le savez, ce sont des lipides, donc c'est-à-dire du gras. Donc le gras n'est pas si mauvais que ça, surtout les oméga-3. Et en fait, pourquoi on s'y intéresse autant dans le domaine des neurosciences et plus particulièrement dans la maladie de Parkinson? C'est parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau, il est fait de 50% de gras, c'est-à-dire la moitié du poids du cerveau, c'est du gras, donc des lipides. Et que le cerveau, en fait, a une tendance très particulière à agréger, à vraiment concentrer le gras. C'est-à-dire quand vous prenez des oméga-3, ils passent dans la circulation sanguine, et après, donc ça va passer au cerveau, ça passe très facilement en plus du sang vers le cerveau, c'est quelque chose, ça se fait tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment le concentrer, c'est un peu un organe concentrateur. Et ces lipides, dont les acides gras oméga-3, ils sont essentiels aux fonctions du cerveau. Et alors, pourquoi sont-ils essentiels? C'est parce qu'en fait, les lipides, donc tous ces acides gras, ils vont rentrer tous dans la composition de toutes les membranes, de toutes les cellules, des milliards de cellules qui composent votre corps. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose... Pour qu'il y ait une cellule, il faut qu'il y ait des lipides et des protéines, évidemment, mais c'est quelque chose, c'est-à-dire quand vous avez, là j'ai pas de schéma, mais quand vous avez une cellule, donc une cellule c'est rond, vous avez ce qu'on appelle les organites dedans, donc l'usine en fait cellulaire, si je puis dire,
Et donc, en fait, vous avez une couche lipidique, comme ça, qui protège en fait, la cellule et qui permet ce qu'on appelle de maintenir l'intégrité. Et ces lipides-là, donc évidemment, ils vont être présents dans les cellules, dans les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, donc évidemment beaucoup au cerveau. Or, ce qui est intéressant, en fait, avec les acides gras, c'est que le contenu en gras dépend directement de l'alimentation. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup d'oméga 3, ben, vous allez sans doute avoir beaucoup plus d'oméga 3 au cerveau. Et pareil avec les autres types de lipides. Il faut savoir que le contenu en gras au cerveau va diminuer avec l'âge. Ça va passer, il va en avoir moins quand même que chez un sujet, par exemple, de 20 ans versus un sujet de 60 ans. Et donc, en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que les lipides qu'on va retrouver dans nos assiettes vont influencer directement les performances du cerveau et surtout leur quantité au cerveau. Et les oméga 3, donc je vous ai dit, il y a 50% du poids du cerveau, ce sont des lipides. Et parmi ces 50%, on a 20% de ces lipides-là, ce sont des oméga 3. Donc c'est-à-dire que 10% de votre poids total du cerveau va être composé d'oméga 3, ce qui est quand même énorme, hein, 10%. Les oméga 3, alors durant ma présentation, vous allez les voir sous différentes appellations. N-3 PUFA, c'est N-3, alors c'est acide gras polyinsaturé N-3, parce qu'en français, donc là c'est polyunsaturated fatty acids. N-3, c'est juste une question de positionnement, de liaison, c'est pas le plus important. Mais oméga 3 et N-3 PUFA, pour toute la présentation, ce sera la même chose. Et donc en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc quand vous voyez ici, vous consommez des N-3 PUFA sous forme d'aliments ou de suppléments. Ils passent au cerveau, ils vont aller au niveau des neurones, la membrane, et ici, ça va vraiment former, et là, vous voyez, vous avez en fait ici, dans la membrane, ce qu'on appelle un phospholipide, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que dans la membrane, vous avez vraiment deux acides gras comme ça qui vont se greffer. Et donc, en fait, ce que je vous disais sur le contenu aux lipides qui reflète l'alimentation, ben, c'est complètement vrai. Ici, donc, c'est des données non publiées, c'est des données que j'ai obtenues avec mes expériences, où en fait, j'ai donné aux souris du DHA. Le DHA, c'est l'acide gras oméga 3 le plus abondant au cerveau. Donc, je leur avais mis une diète enrichie en DHA. Et là, vous voyez ici, donc c'est ceux que j'ai encerclés de rouge, et vous voyez ici que c'est vraiment la quantité de DHA au cerveau, ben, elle est beaucoup plus élevée que chez ces animaux qui ont reçu une diète normale en DHA. Parce qu'en fait, ben, comme vous pouvez le voir ici, ben, ça reflète bien la constatation qu'on a faite, que plus on a d'oméga 3 dans l'alimentation, plus on en a au cerveau. Et je vous montre aussi là, un exemple, ça c'est fait chez l'humain, oui c'est ça exactement. Donc là, en blanc, ici ce que vous voyez en blanc, c'est une diète contrôle, et en gris, c'est une diète enrichie en huile de canola. L'huile de canola, c'est sans doute une des huiles qui contient le plus d'oméga 3, enfin, j'allais dire la plus accessible dans le commerce. Il y a aussi d'autres huiles, on en parlera éventuellement après. Et donc là, en fait, ce qui a été fait, c'était mesurer plusieurs types. Ici, c'est l'acide oléique, l'acide linolénique, donc ça confirme vraiment. Ça, c'était juste pour vous montrer que ça confirme vraiment qu'on a beaucoup plus d'oméga 3 au cerveau quand on a une diète enrichie en oméga 3. Ce qui est intéressant avec les oméga 3, c'est que la quantité, le ratio, ce qu'on mesure, c'est le ratio oméga 3 sur oméga 6. Les oméga 6, c'est un autre type de lipide. Le problème qu'on a, c'est que normalement, on devrait avoir un ratio plutôt favorable pour les oméga 3. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire qu'avant, à l'époque où on était chasseurs-cueilleurs, donc il y a très très longtemps, il y a 4 millions d'années, pardon, vous voyez ici qu'on avait beaucoup plus, on avait quand même beaucoup plus d'oméga 3 que maintenant à l'époque de l'industrialisation. Parce qu'évidemment, notre alimentation a changé. Donc on apporte moins d'oméga 3 qu'on ne devrait. C'est-à-dire actuellement, dans les diètes occidentales qu'on a nous, on n'a pas assez d'oméga 3 par rapport à ce qui est recommandable. Là, vous allez me dire, je vous parle d'oméga 3, mais quel lien en fait entre oméga 3 et Parkinson ? Ben, en fait, le premier lien, c'est qu'il y a des études épidémiologiques qui ont montré un lien intéressant, un lien assez fort entre une alimentation riche en oméga 3 et un risque diminué de la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que ça a été montré alors, dans des populations, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de la diète méditerranéenne. Alors c'est la diète qui a différencié un peu du régime crétois, mais bon, on va dire que c'est une diète où on apporte beaucoup d'oméga 3, beaucoup d'antioxydants en particulier. Et donc on a vu ces effets-là intéressants sur les populations. Et donc c'est pour ça qu'en préclinique, c'est vraiment nécessaire d'étudier l'impact en fait, de ces oméga 3 sur des modèles animaux de la maladie de Parkinson. Donc, il y a une étude qui a été menée dans le laboratoire en 2008-2009, et je vous en parle quand même si bon, elle date d'il y a 10 ans, elle est quand même elle est toujours pertinente. En fait, il avait été utilisé en fait, un modèle qu'on appelle MPTP. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est une neurotoxine qu'on va injecter à l'animal. Donc, c'est-à-dire c'est une molécule
qui va aller en fait détruire sélectivement les neurones dopaminergiques de la substance noire dont je vous parlais au début. Donc c'est-à-dire que c'est un modèle de souris qui va reproduire aussi fidèlement que possible ce qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson chez l'humain. J'attire votre attention sur le fait que les modèles animaux, ce n'est pas parfait, parce que déjà, on n'est pas chez l'humain, et qu'il y a forcément des différences entre les deux, mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour pouvoir étudier l'impact de molécules à assez grande échelle. Donc à ces souris-là, en fait, il leur avait été donné en fait, une diète enrichie en oméga 3, donc du DHA, 2 mois avant le début des expériences. Donc l'idée, c'était de faire un pré-traitement, c'était de voir, en fait, est-ce que si, quand on donne des oméga 3 avant une lésion dopaminergique, avant l'induction de la maladie, est-ce qu'on protège éventuellement les neurones dopaminergiques? Donc c'est pour ça qu'après, durant le pré-traitement, certaines souris ont reçu une diète enrichie en DHA et d'autres une diète assez faible en DHA. Et donc après un long pré-traitement, le MPTP, donc la neurotoxine, a été injectée. Donc là, on a vraiment induit la maladie. Et ensuite, les souris, elles ont été sacrifiées pour après pouvoir analyser ce qu'il y avait dans le cerveau. Donc c'est toute l'analyse post-mortem. Alors là, malheureusement, la slide est répétée 2 fois. Donc ce qui est très important de noter, c'est qu'ici, tout le DHA est donné avant l'injection de MPTP. Donc c'est vraiment, j'allais dire, un but préventif, entre guillemets. Et en fait, ce qui est assez... on a mesuré ensuite les niveaux de tyrosine hydroxylase. La tyrosine hydroxylase, je ne vais pas vous détailler ce que c'est, mais en fait, ça marque les neurones dopaminergiques, et spécifiquement les neurones dopaminergiques dans le cerveau. Donc là, on allait voir en fait, dans la substance noire, enfin les auteurs, moi je n'étais pas encore là à cette époque-là, en fait, ils sont allés voir ce qu'il y avait, en gros, pour compter le nombre de neurones dopaminergiques qui restaient. Donc ici, ce que j'encadre là, c'est les témoins, c'est les sujets témoins sous diète contrôle, donc c'est-à-dire les souris qui ne sont pas malades, qui ont reçu la diète contrôle. Vous voyez ici, on a quand même une substance noire assez dense en neurones dopaminergiques. Et ici, ce sont les témoins qui ont reçu des oméga 3. Vous voyez ici, entre les deux, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les oméga 3 n'ont pas augmenté la quantité de neurones dopaminergiques chez les souris non parkinsoniennes. En revanche, chez les souris parkinsoniennes, vous le voyez ici, celle sous diète contrôle, vous voyez quand même, il y a une diminution qui est très sévère ici entre les neurones de la substance noire ici et là. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour les souris qui ont reçu le MPTP, donc qui présentent un phénotype parkinsonien, ce que vous voyez, c'est qu'ici, on commence à avoir une apparition de neurones dopaminergiques bien plus importante que là. Ce qu'on retrouve ici sur le graphe, c'est-à-dire qu'on ne va pas être à des niveaux qui vont être, on va être à des niveaux qui vont être quasiment les niveaux des contrôles. Donc, ce qui montre quand même un effet bénéfique quand on donne les oméga 3. Donc ça, c'est pour mesurer les neurones dopaminergiques, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il en est de la dopamine en elle-même. On peut la mesurer dans le striatum, donc où elle est diminuée. Et là, on voit ici, donc vous voyez là, donc on a des niveaux qui sont à peu près à 100%, hein, enfin, c'est un contrôle. Vous voyez ici que pour les souris qui sont sous diète, qui ont reçu le MPTP, donc les souris parkinsoniennes sans oméga 3, pardon, vous voyez ici qu'on a quand même une baisse assez drastique. Et les niveaux de dopamine, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez les niveaux de dopamine pour les souris qui ont reçu le DHA, donc les oméga 3, mais en fait, il va être à des niveaux intermédiaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'allais dire, une restauration complète des niveaux de dopamine, mais on a quand même quelque chose d'assez encourageant, dans le sens qu'on est quand même à un niveau intermédiaire entre les deux. Donc, pour cette étude-là, les effets neuroprotecteurs ont été démontrés, c'est-à-dire que quand on donne les oméga 3 avant l'injection du MPTP, donc avant la survenue la survenue un peu artificielle, en fait, si vous voulez, du Parkinson qu'on fait chez les souris, on a un effet neuroprotecteur. Donc ça veut dire, en fait, que si on donne, en fait, quand la maladie est en cours et est en évolution, si on donne ça, ça va protéger, en fait, la perte de neurones dopaminergiques. C'est-à-dire que ça va la ralentir. Évidemment, ça va pas, là, dans ce cadre de cette étude, ça ne montre pas que ça va la réverser, mais au moins ça la ralentit, ce qui est quand même toujours intéressant. Donc vous doutez bien, je vous dis que ce n'est pas réversé. Donc les objectifs suivants, après, dans le laboratoire, ça a été de voir est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui peut permettre la neurorestauration, la neurosauvegarde, la neurorécupération. Alors ça, ce sont des termes qui sont assez débattus dans la communauté scientifique, c'est-à-dire que c'est un peu synonyme, mais je dirais que neurorécupération, c'est le terme le moins optimiste, neurorestauration, c'est le plus optimiste, parce que restaurer, c'est quand même assez fort comme terme. Et donc, les études suivantes, ça a été de voir en fait, quels étaient les effets des oméga 3 après l'apparition de la maladie. Donc l'idée, c'était d'induire le modèle de maladie et ensuite donner les oméga 3 et pas les donner avant. C'est ça ce qu'a fait Catherine Coulomb, donc, qui était une ancienne étudiante du laboratoire. Elle a injecté donc, une autre toxine, qui s'appelle la 6-OHDA, c'est 6-hydroxydopamine,
Je ne vais pas détailler non plus le modèle. Ce qu'il y a, c'est que c'est une forme toxique de la dopamine. Et donc, en fait, ça va venir, on va l'injecter directement dans le cerveau des souris. On peut le faire, il y a des méthodes sans que ce soit létal pour la souris, enfin la plupart du temps. C'est quand même idéal. Et on va l'injecter, en fait, dans le cerveau et ça va venir sélectivement aller détruire les neurones dopaminergiques à l'endroit où on l'a injecté. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce modèle-là, comparé au précédent, c'est que là, on va faire une dégénérescence qui va être assez sévère quand même. C'est-à-dire qu'on va perdre à peu près 50-60% des neurones dopaminergiques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le seuil auquel on est quand on diagnostique la maladie chez l'humain. Donc en termes de représentativité, c'est vrai que c'est intéressant. Et surtout, c'est que cette lésion-là, elle est totalement irréversible. C'est-à-dire que les neurones, ils ne vont pas spontanément se régénérer si on leur donne rien pour les aider. Donc là, c'est le cas de ce modèle-là en particulier. C'est ça qui est intéressant. Donc là, l'étudiante qui avait travaillé dessus l'avait injecté en fait à les souris, bon, elles étaient âgées de 9 semaines, donc ce qui est un âge, j'allais dire, à peu près en âge humain, je crois que c'est une trentaine d'années environ. Donc elle leur fait la lésion, cysto-HDA, ou alors elle leur mettait une solution autre, véhicule. Le temps, elle avait attendu 3 semaines en fait, que la lésion se mette vraiment bien en place, et après, elle avait commencé en fait, les diètes contrôle, donc une alimentation, j'allais dire, normale, pas enrichie en quoi que ce soit particulièrement, et une diète enrichie en DHA. Elle avait évalué le comportement moteur, parce que c'est quelque chose qu'on regarde souvent. Je ne vais pas vous les présenter parce que ce n'était pas forcément des résultats très pertinents. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'amélioration en fait, visible dans le comportement moteur. Et après, ce qu'on fait souvent à la fin des protocoles, enfin ce qu'on fait tout le temps même, c'est qu'on sacrifie la souris pour aller voir dans le cerveau ce qui se passe et pouvoir mesurer plein de choses. Et donc là, pareil, elle a mesuré ce que je vous ai présenté tout à l'heure, également les neurones dopaminergiques. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement quand on travaille sur le Parkinson. Dès qu'on a le cerveau, on le coupe, on le regarde au microscope et on va compter les neurones parce que, évidemment, c'est quand même le plus intéressant au début. Et donc là, vous voyez ici que donc de ce côté-là, vous avez les souris parkinsoniennes sur les deux graphes de droite. Et vous voyez qu'il y a une diminution de 50% des neurones dopaminergiques, donc ce qui est quand même assez sévère. Vous le voyez ici. Là, et ce qui est malheureusement, ce qu'on avait pu voir, c'est que dans ce modèle-là, quand on donnait en fait, les oméga-3, on n'avait pas de différence avec celles qui n'en avaient pas reçu. Une des explications, c'est sans doute que le modèle est quand même assez sévère, ça va vraiment tout détruire, donc peut-être que ça bloque un peu les capacités de restauration au niveau du nombre de neurones dopaminergiques. Par contre, ce qui est intéressant, quand on regarde la dopamine elle-même, donc ce qui est produit par les neurones dopaminergiques, parce qu'il y a quand même 50% de neurones dopaminergiques qui restent. Donc sans doute que cela, là vous voyez ici, on a pareil, comme précédemment, on a des niveaux intermédiaires en fait, de dopamine pour les souris qui ont reçu les oméga-3 là à droite. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne revient pas au niveau contrôle, mais on a quand même quelque chose qui est différent significativement par rapport aux souris qui n'ont pas reçu les oméga-3. Donc il y a moins de neurones, certes, mais il y a quand même plus de dopamine. Donc sans doute que les neurones qui sont survivants, eh bien, les oméga-3 vont les aider à être beaucoup plus actifs, à produire plus de dopamine. Donc c'est ce qu'on pense, et sans doute ça les booste un peu. Et alors il y a d'autres résultats aussi qu'on a obtenus, donc cette augmentation de niveau de dopamine. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est une hausse des projections axonales, c'est-à-dire qu'en fait, les neurones dopaminergiques, je pense que vous avez tous vu peut-être une photo ou des belles images de neurones. Un neurone, vous avez un corps cellulaire au centre, et après il y a plein de branches, en fait, ce qu'on appelle les dendrites, et des axones aussi, qui vont communiquer en fait, avec les autres neurones. C'est vraiment les surfaces, ça va permettre de communiquer, ça se projette partout. Et donc, il a été remarqué pour les souris qui ont eu la diète enrichie en oméga-3, et bien celles-là, elles avaient même si s'il y avait beaucoup de neurones qui avaient été perdus, elles ont quand même beaucoup plus de projections axonales. Donc, c'est-à-dire que ça confirmait ce que je vous disais, non seulement elles produisent plus de dopamine, mais en plus, elles vont essayer d'établir de plus de contacts possibles avec les autres neurones. Et de façon intéressante, donc je vous parlais de cette activité, aussi la surface des neurones et la périphérie, ce qu'on appelle les corps cellulaires, c'est-à-dire en fait vraiment la partie centrale du neurone, mais en fait les neurones ils sont un peu plus gros. Donc même si on n'a pas de lien forcément direct qu'on connaît dans la littérature, mais on peut supposer que c'est sans doute ce que je vous disais, une suractivation de ces neurones-là. Donc, en conclusion de cette étude-là, dont l'étude est sortie il y a à peu près 4 ans, une alimentation riche en DHA permet une neurorestauration de certaines composantes du système dopaminergique. J'attire votre attention là-dessus. On ne dit pas qu'avec le DHA, on guérit Parkinson comme ça d'un claquement de doigts. Sinon, ça se saurait. Au début de ma présentation, je vous ai parlé des facteurs intrinsèques et extrinsèques, environnementaux, et de l'activité physique limitée. Je vous disais que donc, ce qui était intéressant dans ces facteurs modifiables, c'est que ça pouvait générer des pistes de traitement.
Et l'exercice physique, c'en est une. Vous avez une conférence avant sur l'exercice physique. Mais là, je vais vous en reparler un peu. Je ne vais pas détailler trop l'exercice en tant que tel. Mais chez l'homme, il y a des études qui ont montré que l'exercice physique avait une influence positive sur l'incidence de Parkinson. Ça, je pense que vous avez tous lu des choses là-dessus dans la presse. Ça s'est montré. La communauté scientifique est parfaitement d'accord là-dessus. Que l'exercice aussi, l'exercice physique, permettait d'améliorer l'initiation des mouvements et améliorer aussi les symptômes de Parkinson. Alors, sur l'amélioration des symptômes de Parkinson, c'est souvent donc, dans des études cliniques, ça a été montré, peut-être qu'aussi parce que l'exercice libère aussi des substances qu'on appelle les endorphines, donc peut-être qu'aussi on se sent mieux, donc sans doute que ça doit aussi aider en partie. Et ce qui est très intéressant avec l'exercice physique, c'est que ça favorise ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est vraiment la possibilité des neurones, en fait, du cerveau plutôt en général, à se modifier, à s'adapter. Le cerveau, quand vous naissez, il va subir énormément de modifications, même si finalement la taille va augmenter, mais pas non plus tant que ça par rapport à l'âge du nourrisson. Mais il va énormément changer au cours de l'âge, il va s'adapter aux conditions dans lesquelles on le met. C'est pour ça, par exemple, les exercices de mémoire, c'est l'exemple typique de la plasticité neuronale. C'est-à-dire que quand on fait des exercices de mémoire, mots fléchés, tout ce que vous voulez, ou des triviales poursuites, tout ce que vous voulez, ben, on change en fait finalement le cerveau. Le cerveau s'adapte en permanence à son environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, on a vu ça dans les études cliniques, mais dans des modèles animaux, il y a des effets positifs qui ont été neuroprotecteurs, qui ont été montrés de l'exercice physique, et aussi un potentiel neurorestaurateur. Donc, c'est-à-dire non seulement essayer de diminuer la diminution des neurones dopaminergiques, mais aussi à la freiner quand même, c'est-à-dire à éventuellement la réverser. C'est-à-dire passer, quand vous avez une dégénérescence par exemple qui va un peu comme ça, eh bien, c'est essayer, si possible, la courbe de la faire un peu remonter. Le problème des études avec l'exercice physique chez l'animal, c'est que les conditions sont différentes, mais très différentes. C'est quelque chose qui m'a surpris quand j'ai commencé à travailler sur l'exercice physique. Moi, je me suis dit, bon, ben, tout le monde fait ça, ils mettent une souris dans une roue, ils la font courir, ils mesurent le nombre de tours. Moi, c'est ce que je fais. Puis en fait, quand j'ai commencé à lire la littérature là-dessus, je me suis rendu compte que certains, ils mettaient les souris sur un tapis roulant. Certains, c'était qu'1 heure par jour, d'autres, c'était quand elles voulaient. Enfin, donc finalement, il y a énormément de types d'exercices physiques, comme chez l'humain d'ailleurs, hein, chacun sa façon de le faire. Certains vont préférer aller faire de l'endurance, courir. D'autres préfèrent rester, faire plutôt tout ce qui est musculation, des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est dit, bon, ben, on va regarder, en fait, on a vu dans notre laboratoire que les oméga-3, ils avaient quand même un effet assez bénéfique. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour viser un peu cette neurorestauration, combiner les effets bénéfiques à la fois des oméga-3 et de l'exercice physique. Donc c'est ça, en fait, le but de mon projet actuel, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est ça. C'est déterminer si, après une lésion dopaminergique, donc là, c'est vraiment le côté restaurateur, voir si l'action combinée des deux peut permettre de la neurorestauration. Donc pour ça, voilà mon protocole, en fait. Donc comme dans l'étude précédente que je vous ai montrée, c'est pareil. On injecte cette 6-HDA, donc cette neurotoxine, pour induire une lésion assez sévère. On attend que le modèle se mette en place tranquillement. Et à 4 semaines, on commence à mettre les souris sous exercice et sous une diète oméga-3. L'exercice, ce sont des roues, alors je ne sais pas si au fond vous voyez très bien, mais en fait, ce sont des roues qu'on place dans la cage, et la souris, elle l'utilise quand elle veut, la roue. Je peux vous dire qu'une souris dans une cage, elle va l'utiliser très très souvent, la roue. Parce que pour elle, c'est quand même un enrichissement, c'est quelque chose d'assez divertissant. Parce que je pense que la vie d'une souris dans une cage, ça ne va pas être non plus si drôle que ça tous les jours. Donc forcément, bon, elles sont contentes, du coup, ces souris-là. Et on leur donne aussi une bonne diète, enrichie en DHA. Et donc, en plus, ce DHA, on le trouve dans des microalgues, donc elles ont quand même une bonne alimentation. L'exercice physique, c'est quand même pas mal. Donc voilà les diètes en fait, qu'on leur donne. Donc c'est vraiment sous forme de granulés, comme les diètes comme un peu les croquettes que vous pourrez donner à un chien. Sauf que là, elles sentent un peu le poisson, elles sentent l'eau, quoi. Enfin, elles sentent la marée un peu. Mais bon, elles aiment ça en tout cas, elles en mangent bien. Donc là, je vais vous présenter des données qui n'ont toujours pas été publiées, bientôt, il va y avoir un article dessus. Donc on a mesuré en fait les niveaux de dopamine dans le striatum, comme pour les autres. Et là en fait, donc ici, alors en bleu, les colonnes en bleu en général, donc je vais vous expliquer un peu parce que ça va tout le temps être divisé comme ça. La partie gauche de la figure, c'est les souris c'est les souris contrôle, c'est-à-dire elles ne sont pas parkinsoniennes. Ici, ce sont les souris parkinsoniennes, celles qui sont sur la partie gauche. En bleu, c'est les souris qui ont reçu le DHA. Et ces deux dernières, c'est celles qui ont eu l'exercice. Donc par exemple, ces souris-là, elles sont 6-HDA, c'est-à-dire qu'elles sont lésées, donc elles sont parkinsoniennes. Elles ont eu le protocole d'exercice et en plus, elles ont eu la diète. Et vous voyez qu'ici, les souris qui sont sous DHA, elles ont plus de dopamine que les souris lésées
qui n'ont pas reçu de DHA. Donc ça a permis de confirmer les résultats qu'on avait vus avant, qui montraient que quand on amenait du DHA à des souris lésées comme ça, ça permettait d'avoir des niveaux de dopamine intermédiaires. Vous allez me dire, c'est juste une confirmation, mais je peux vous dire qu'une confirmation en science, ça fait toujours plaisir quand même. Parce qu'on se dit au moins l'effet qu'on a vu dans l'étude d'avant, il y a 2 ans, il est confirmé, donc ça renforce un peu ça. Et après, ce qu'on a regardé, on a regardé en fait ce qu'on appelle le ratio DOPAC sur dopamine. Alors le DOPAC, c'est très simple, c'est un métabolite, c'est-à-dire c'est un produit de dégradation, si vous voulez, de la dopamine. Donc en fait, ce ratio-là, ce qui est intéressant, quand on mesure produit de dégradation sur le produit qui nous intéresse, ça nous permet de voir à quelle vitesse la dopamine va être dégradée. Alors ce n'est pas un facteur parfaitement direct, c'est-à-dire on ne voit pas la dopamine se dégrader telle quelle, mais on le mesure de façon indirecte. Et là, on voit ici, donc là, vous voyez, il y a un niveau environ, ce qu'on dirait 1 pour 1 à peu près, c'est-à-dire que le ratio va être, il y en a un DOPAC pour une dopamine. On se rend compte que dans le cas des souris parkinsoniennes, ici, là, les 3 que je montre là, vous voyez, il y a quand même un niveau qui est plus élevé. C'est-à-dire la dégradation de la dopamine, elle est plus rapide chez les souris parkinsoniennes. Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on avait vu, et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu quand j'ai vu ce résultat-là, c'est que chez les souris, là, totalement à droite, qui sont les souris parkinsoniennes sous exercice et sous DHA, on voit ici que la vitesse de dégradation, elle est sensiblement diminuée. Donc la combinaison oméga 3 et exercice physique diminue en fait cette vitesse de dégradation. Et on a mesuré, donc là je vous parlais de dopamine, on a voulu mesurer vraiment les composantes du système dopaminergique en général. La dopamine, elle est quand même présente dans beaucoup d'endroits du cerveau. Et donc là, on a mesuré en fait ce qu'on appelle les transporteurs à la dopamine, le DAT. Et en fait, le DAT, il sert à recapter la dopamine. C'est-à-dire que quand vous avez 2 neurones dopaminergiques qui communiquent entre eux, le premier neurone, il envoie sa dopamine, il largue la dopamine dans la synapse. Donc la synapse, c'est la zone de communication entre les 2 neurones. Et de l'autre côté, le neurone d'après, lui, va avoir des récepteurs, il va pouvoir la capter, la mettre sur des récepteurs. Et ensuite, ces récepteurs, ils vont engendrer tout ce qu'on appelle une cascade de signalisation. Donc vraiment, plein de phénomènes de modification au niveau de la cellule ou plus généralement. Il faut savoir aussi, pour votre information personnelle, qu'en fait, la cocaïne, elle va bloquer en fait, le DAT, le transporteur de la dopamine, qui en fait, il permet de recapter la dopamine. C'est-à-dire, une fois que le signal est considéré comme étant terminé, la dopamine, elle va être en partie dégradée, mais le neurone qui l'a envoyé, lui va dire « Attends, moi je vais en récupérer un petit peu, on ne va pas tout détruire », donc il le reprend en fait, d'une certaine façon. Et en fait, la cocaïne, c'est ce que ça fait, en fait. Ça va prolonger un peu les effets de la dopamine. Mais bon, c'est pas du tout une chose à prendre, loin de là. Donc on mesure, en fait, on peut mesurer de façon assez facile les niveaux de transporteurs à la dopamine. Et donc en fait, ces niveaux de transporteurs à la dopamine, vous les voyez ici, c'est ces taches, en fait, ces taches noires, en fait, qui sont ces transporteurs, on les trouve beaucoup dans le striatum. Le striatum, ça a vraiment cette forme un peu de 2 haricots, comme ça. Et donc ce qu'on a vu ici, donc là pareil, toujours la même signalétique, si je puis dire, pour les figures. Donc ici, là, les 3 là, c'est des souris qui sont parkinsoniennes. Donc vous voyez, il y a quand même une baisse qui est assez sévère. Là, ce que je ne vous ai pas dit aussi au début, c'est que les souris, on a injecté en fait la toxine que d'un seul côté. L'intérêt, on l'a injecté que d'un seul côté, c'était pour que la souris soit son propre contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est lésé et il y a un côté qui n'est pas lésé. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, on peut comparer. Il n'y a pas d'effet de biais entre les animaux, parce qu'il y a des animaux, mais comme pour les humains d'ailleurs, hein, même si ce sont des souches qui sont très précises, on va avoir en fait des différences interindividuelles. Et là, on s'affranchit de ça grâce à ça. Donc ici, c'est le côté qui n'est pas lésé, par exemple, qui est très sombre, et côté plus clair, en fait, c'est le côté lésé. Donc vous voyez ici, chez des souris CISO-HDA, donc les souris parkinsoniennes, vous voyez vraiment qu'il y a une baisse sévère des transporteurs à la dopamine, que vous voyez ici reproduit sur un graphe. Et ce qu'on a remarqué, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand les souris parkinsoniennes qui avaient subi le protocole d'exercice et en même temps la diète enrichie en oméga 3, vous voyez ici que la coloration, là, elle est quasiment la même de côté. Alors, elle n'est pas parfaitement la même, évidemment, mais vous avez quand même de façon très intéressante un niveau de transporteur à la dopamine qui est augmenté. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu pour la première fois chez les souris avec diète enrichie en oméga 3 et exercice, qu'on ne voyait pas avant chez les souris qui avaient seulement des oméga 3. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, c'est que cette combinaison oméga 3 exercice, elle augmente le nombre de transporteurs à la dopamine chez les souris lésées. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle va diminuer la vitesse de dégradation de la dopamine. Donc ça, c'est quelque chose. Donc l'étude, elle est en cours. Là, maintenant, moi, je m'intéressais à aller voir un peu plus en détail certaines molécules. Donc je me dis, tiens, est-ce qu'elles pourraient bouger? Parce que plus on connaîtra en fait précisément
les mécanismes qui interviendraient, puis après on pourra cibler éventuellement des objectifs spécifiques dedans. Donc en pratique, je vais finaliser un peu tout ça sur exercice et nutrition, les données obtenues chez l'animal et les études cliniques existantes, elles sont très prometteuses. Et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, c'est hyper encourageant, c'est-à-dire que quand on le voit dans la communauté scientifique, on se dit « Ah tiens, ce serait intéressant de faire ça », et on a plein d'idées qui nous viennent. Mais évidemment, de là à conclure que c'est le truc parfait contre Parkinson, il va nous falloir beaucoup plus d'études, à la fois cliniques et précliniques. Mais vous inquiétez pas, la relève est là pour le faire. Et donc en termes de recommandations, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut encourager la prise d'aliments riches en oméga 3. Parce que là, je vous ai parlé des effets bénéfiques dans Parkinson, il y a des effets bénéfiques dans le cerveau en général, aussi au niveau cardiovasculaire, au niveau inflammatoire. Donc dans tous les cas, ça ne vous fera pas de mal. Ça ne nous fera pas de mal, parce qu'on en prend, moi j'en prends, j'ai une supplantation. C'est pas mal d'en prendre. On les retrouve principalement, les oméga 3, dans les poissons gras, tels que le saumon, la truite, le thon, et aussi, je vous le disais tout à l'heure, l'huile de canola. On peut complémenter l'apport en oméga 3, parce que comme je vous le disais, notre apport en oméga 3, il n'est pas suffisant dans l'alimentation qu'on a. On peut le complémenter, il y a des capsules de PADHA qui se trouvent dans toutes les pharmacies. Après, il faut savoir que si vous faites un apport en poisson gras d'environ 2 portions par semaine, donc les poissons gras, saumon, truite, tout ça, quand vous faites ça, finalement, vous arrivez quand même à des seuils qui sont à des niveaux qui sont quand même assez intéressants, donc ce n'est pas forcément nécessaire de complémenter, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Et aussi l'exercice physique, donc les effets bénéfiques, je vous en ai parlé. Évidemment, ils sont adaptés selon les capacités, la condition de chacun, mais c'est toujours bon de le faire. Et aussi, encore une fois, c'est pas mauvais, c'est bon non seulement dans le Parkinson, mais dans plein d'autres choses. Et évidemment, le facteur adapté de façon individuelle est évidemment à prendre en compte. L'avantage de ces méthodes-là, bon, ça va paraître un peu trivial, j'ai parlé d'argent, mais mine de rien, on a un système de santé qui est financé publiquement. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des stratégies qui soient à la fois pertinentes, c'est-à-dire efficaces, et peu coûteuses. Ça, c'est vraiment l'objectif. Quand on détermine, quand les médicaments sont mis sur le marché, il y a deux facteurs qui sont pris en compte. C'est l'efficacité, le premier, et le moins coûteux possible. Un rapport bénéfice-risque intéressant et un coût intéressant aussi pour la société. Donc ces méthodes-là, l'exercice physique, globalement, ça va vous coûter une paire de chaussures, une tenue de sport. Et l'alimentation, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut varier, même si c'est vrai que le saumon, la truite, c'est pas forcément les choses les moins chères du marché, mais c'est pas non plus, c'est pas un produit de luxe non plus. Donc, je voudrais remercier. Donc, ça, c'est toute l'équipe de Dr Calon qui est ici. Donc, on est assez nombreux. On travaille pas que sur Parkinson, on travaille sur Alzheimer, sur le tremblement essentiel, sur d'autres maladies. Je voudrais remercier aussi, alors là, j'ai oublié de les mettre, mais les instituts de recherche en santé du Canada, qui en fait sont financés par le contribuable canadien et qui permettent de mener toutes ces recherches. Parkinson Canada, qui m'a offert une bourse de recherche de 2 ans. Et évidemment, remercier toute l'organisation du Congrès Parkinson Québec. Et vous remerciez, vous, pour votre attention. Et je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Alors après, le problème avec les poissons gras, la raison pour laquelle ils sont gras, ces poissons, c'est parce qu'en fait, ils absorbent tout ce qu'il y a autour. Parce que les oméga 3, on en trouve dans les microalgues. Par exemple, la diète que j'utilise là pour les souris, elle est faite à partir de microalgues qui contiennent beaucoup de DHA. Le problème, c'est que ces poissons gras, comme le saumon, la truite, ils ne vont pas prendre que des oméga 3, ils vont aussi prendre du plomb ou des métaux lourds. Donc c'est pour ça qu'on dit 2 fois par semaine, parce que sinon après, ça serait quand même un peu embêtant de recommander aux gens de prendre quelque chose qui en fait a quand même des effets négatifs de l'autre. Donc j'allais dire que ce ratio de 2 portions semaine, après, si vous avez envie d'en manger 3, parce que moi aussi j'adore le saumon, donc pourquoi pas aussi, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut... c'est toujours une question de balance bénéfice-risque. Là, 2-3 par semaine, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour. On a déjà entendu le parler lors d'une conférence d'oméga 3 liquide qui serait, semble-t-il, très efficace. Est-ce que c'est vrai et est-ce que ça existe? Comment on peut le trouver? Je pense que c'est tout simplement... j'ai jamais entendu l'expression liquide telle quelle, mais je pense que c'est tout simplement de l'huile. Vous avez l'huile de foie de morue, par exemple, qui est riche en oméga 3. Puis les huiles qui sont contenues dans l'huile de canola, par exemple. L'huile de lin, l'huile de chanvre. En fait, ça a une formule liquide, tout simplement parce que les lipides, en fait, avec la température, vous vous en rendez compte, par exemple, si vous mettez un plat qui est gras, vous le mettez au frigo, au réfrigérateur, vous allez voir qu'il va durcir. Mais en fait, c'est juste que les lipides sont assez sensibles à la température. Enfin, ils sont tout autant que les autres, mais il va y avoir un phénomène de solidification qui va apparaître autour de 4 degrés, qui est à peu près la température de nos frigos. Donc je pense que tout simplement la forme liquide, c'est les formes d'huile, en fait, tout simplement.